Il y a du Marseille dans l'air, allez, 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 tout le monde les bras en l'air, allez, 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 il y a du Marseille dans l'air. Donc je disais qu'Alina travaille chez PwC, elle est auditrice, et c'est des gens qu'on redoute quand on travaille dans des grandes sociétés comme Orange. Quand les auditeurs arrivent, c'est un peu la panique et beaucoup de stress. Et Frédéric, lui, il travaille chez Orange, donc il est de l'autre côté. Voilà. Et il est vendeur sur le marché entreprise, c'est un superbe métier. Et maintenant, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée du Forum Jeunes Pro. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation. Alors, c'est un thème qui nous a beaucoup enthousiasmés. Et aujourd'hui, on souhaite vous le partager sous deux aspects. Donc, un premier aspect qui est plus l'innovation en termes d'opportunités à saisir et d'action. Et un deuxième aspect, plus management, comment conduire justement ce changement. Alors, lorsqu'on réfléchissait à cette manière d'aborder ce sujet, on parlait d'action et on a senti le besoin de dire que finalement, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ce thème, parce qu'on est une génération qui a beaucoup d'opportunités à saisir. Et on est une génération qui peut se mettre dans l'action et qui doit se mettre dans l'action. Et Jean-Paul nous a fait partager deux images qui nous ont beaucoup touchés, Frédéric et moi. La première image, c'est une couleur, c'est la couleur rouge. Donc ça va parler à ceux et celles qui ont fait le workshop Come Color. Donc c'est la couleur de l'action. Et ça nous fait aussi penser à l'Esprit Saint, feu dévorant. Et la deuxième image, eh bien, c'est l'image d'un voilier. Alors, il faut mettre l'attention sur la voile pour pouvoir faire avancer. Et on trouvait que ça rejoignait vraiment ce thème et ces innovations, ces opportunités qu'on est amené à saisir. Et dans un deuxième temps, c'est le management. Ça nous a paru important parce que des fois, il faut diriger des situations compliquées. Et il faut de l'expérience, et c'est pas facile. Alors Jean-Paul va nous aider, et je passe la parole à Frédéric qui va nous présenter son parcours. Alors je vais présenter le parcours de Jean-Paul. Il nous l'a expliqué hier. Alors il se dit quelqu'un qui aime bien faire les choses différemment des autres, et son parcours le montre un peu. Donc je vais juste présenter rapidement son parcours et puis après il se présentera lui-même et il parlera sur les deux sujets qu'on a énoncés. Donc Jean-Paul a fait 2 écoles d'ingénieurs, donc les mines, Paris Tech. Il a travaillé dans beaucoup de domaines. Il a commencé officier de marine, il a travaillé dans le nucléaire. Il est parti à Tokyo pour l'organisation du sommet à Tokyo. Il a travaillé dans l'industrie du textile. Et son premier vrai métier, c'était à Marseille, donc ici même, sur les lignes de transmission. Il a participé au lancement du Minitel. Il a travaillé au cabinet de Gérard Longuet. Il a été patron, directeur des ventes, du marketing chez Orange. Il participait à l'ouverture du capital d'Orange. Donc, je n'ai pas dit, mais Jean-Paul a presque 40 ans. Un peu moins d'ancienneté chez Orange, un fidèle du groupe. Voilà, il a été directeur informatique du groupe, directeur des réseaux, et il a participé donc au COMEX d'Orange. Il a connu 4 DG différents, dont le dernier Stéphane Richard. Et donc sa dernière mission, c'était directeur exécutif de l'innovation chez Orange, du marketing. Et aujourd'hui, il est conseiller de Stéphane Richard, donc le PDG d'Orange. Alors Jean-Paul, voilà. En fait, ce que j'ai envie de dire à propos de ce parcours, c'est qu'il est pas très structuré. J'ai vécu beaucoup de bonnes choses, j'ai même envie de dire des bénédictions dans ma vie professionnelle. Et si je relis le sens que ça peut avoir, en fait, c'est pas un parcours dont on peut rêver, puisque j'ai pas vraiment de métier, au fond. J'ai pas de métier. J'ai touché à beaucoup de choses. Et ce qui me caractérise plutôt, c'est l'envie, comme tu le disais, de faire les choses différemment, et que ça soit d'ailleurs dans le domaine technologique, que dans le domaine, par exemple, du management. Et je vais essayer de vous parler de ça.
Et j'ai envie de commencer en vous disant deux choses. La première, c'est que la chose qui m'a le plus parlé hier, puisque vous faisiez la relecture, c'est effectivement le texte de la pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse qui est au début de l'histoire des disciples, c'est comme ça que Jésus va choisir ses premiers disciples. Et il ne leur raconte pas grand-chose au fond, hein. Il vient juste les rejoindre dans leur quotidien, et dans leur quotidien le plus simple, qui est leur activité professionnelle. Et on sent dans cet appel des disciples une force extraordinaire, on avait dire qui monte par les pieds, qui est la force de l'Esprit de Jésus, et qui va changer complètement leur vie. Et puis le deuxième texte, la pêche miraculeuse, donc après la résurrection, Jésus d'ailleurs leur disant, faisant dire à ses disciples, c'est en Galilée que je vous retrouverai, donc c'est chez vous en fait, hein, puisque ils sont de là-bas, au bord du lac, et c'est à travers la pêche miraculeuse qu'ils le reconnaissent à nouveau. Et puis cette parole fantastique de Jésus qui, pratiquement, après leur avoir indiqué de pêcher, alors peut-être un peu différemment, puisqu'il leur dit de pêcher du côté des païens, mais à travers cette activité professionnelle, la première chose qu'il leur dit sur la plage, c'est « qu'est-ce que vous avez à manger ?» Voilà, donc cette capacité qu'a Jésus à nous rejoindre dans notre vie quotidienne la plus simple, la plus banale, à travers un métier qui est un métier, on va dire, ancestral, celui de la pêche, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et la deuxième chose, c'est que je suis très surpris d'être ici. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce format-là. En fait, j'ai accepté de venir témoigner ici parce que j'aime bien Agnès. Bon, elle m'a posé la question et je lui ai dit oui. Donc, je l'imaginais plutôt un atelier. Et là, vous êtes très impressionnant. Vous êtes quand même, je ne sais pas combien, 400. Et je ne savais pas que ça se passerait à Mazargues. Et Mazargues, c'est le premier endroit où j'ai vraiment travaillé. Donc, pendant 5 ans, je suis passé là devant cette église. C'était il y a 35 ans. J'habitais à Cassis et mon bureau était avenue de Hambourg. Voilà. Et c'est aussi ici que j'ai rencontré pour la première fois la communauté du Chemin Neuf. Donc c'était 1981, le premier coup de fil avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Denise Vincent. Donc au fond, vous me donnez l'occasion de revisiter un peu tout ça. Et donc nous allons parler un peu d'innovation. Alors il y a deux aspects. Je peux vous parler d'innovation au sens d'Orange. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles technologies. Et si je ne le fais pas, il y en a certains qui vont me le reprocher, donc je vais le faire un petit peu, mais pas trop. Et puis je vais vous parler de ce que j'ai appris dans ma carrière chez Orange en tant que manager. Vous avez une chance incroyable. Vous allez être la génération qui va tout réinventer. Alors vous n'imaginez pas encore aujourd'hui à quel point vous allez réinventer les choses. Et pour ceux qui ont commencé à travailler, vous pouvez être certain que au cours de votre vie professionnelle, vous changerez plusieurs fois de métier. Et peut-être même que le métier que vous exercerez dans 20 ou 25 ans n'existe pas aujourd'hui. On est vraiment dans un monde qui est en train de se réinventer, et ceci parce qu'il y a des opportunités qui sont beaucoup liées à la technologie, mais pas seulement, il y a une espèce d'envie alors un peu de détruire, ce qui est, on va dire, une marque de la jeunesse. La jeunesse a toujours l'impression que ce qui a été fait avant était assez nul et qu'évidemment ils vont faire beaucoup mieux, et tant mieux, c'est comme ça que le monde avance. Et il y a une capacité de s'investir, d'investir, il y a énormément d'argent qui se met sur l'innovation, avec bien souvent beaucoup de dégâts, puisqu'en fait, un peu d'ailleurs comme ça s'est passé du temps de l'imprimerie, pour construire du neuf, on est obligé de détruire. Hein. Schumpeter a très bien décrit ça, cette espèce d'innovation destructrice, qui est au fond en partie indispensable, et qu'il faut savoir gérer, bien sûr. Donc votre métier d'aujourd'hui ne sera pas votre métier de demain, et je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai quelques slides, mais pas beaucoup, parce que j'aime pas trop ça, et je vais me mettre debout, je serai plus à l'aise. Tiens, si tu veux me le brancher. Alors il se branche du côté du gros bouton. Voilà. Voilà, tac. Et normalement ça s'affiche, si ça veut bien. Alors vous allez peut-être voir. De toute façon, c'est pas très grave si vous voyez pas, parce que ce qui est important, c'est les courbes. En fait, ça, c'est une courbe qui monte depuis les années 85. Voilà, ça, c'est quand j'ai commencé à travailler ici. Bon. On était très fiers. En France, on avait inventé le Minitel, et c'était une vraie révolution, puisque c'était la première fois en fait, qu'on arrivait à dématérialiser un certain nombre de transactions. Et en 85, on était très contents parce qu'on offrait un débit 1 kilobit. Alors, 1 kilobit par seconde, ça vous fait une petite page Word toutes les secondes. C'était ça, si vous voulez avoir une imagination, une représentation de ce que ça veut dire.
Et en fait, ce qu'on observe depuis cette année 85, et le début donc de la télématique, c'est que tous les 5 ans, on multiplie par 10 le débit. Et c'est une règle pratiquement absolue. Donc évidemment, comme on est quasiment 30 ans après, les débits qu'on offre aujourd'hui à nos clients, c'est plus le kilobit qui permet de passer une page Word toutes les secondes, c'est pas non plus le mégabit qui permet de passer en gros un morceau de musique toutes les secondes, c'est même pas le gigabit qui permet de passer une vidéo toutes les secondes, on en est à 10 gigabits par seconde sur les meilleurs réseaux. C'est fantastique. Alors moi je suis là-dedans, c'est mon métier, je suis très heureux, on investit, et alors ce qui est fantastique, c'est que chaque fois que vous multipliez par 10 le débit, les clients l'achètent. Voilà, c'est du bon business quand même. On pourrait dire à un moment donné, ils vont se lasser, ben non, ils ne se lassent pas. Voilà. Et ça se voit alors d'une façon plus générale, ça se voit sur tous les marchés, hein. D'ailleurs c'est vrai pour le fixe, le mobile et pour le marché entreprise. Et si on regarde, ça c'est une courbe qui est assez intéressante, qui montre le total des débits par mois sur nos réseaux, sur le mobile. Hein. C'est uniquement le mobile, on ne parle même pas du fixe, on ne parle pas de la fibre. Et on voit qu'on arrive maintenant, on parle en hexabytes, enfin en hexaoctets. Alors hexa, ça veut dire, c'est 1 million de gigas. Voilà, c'est au-dessus. Il faudra que vous appreniez ça, hein, parce que nous on est habitués au mégabit, au gigabit. En fait, il faut apprendre les pétabits, les hexabits, les yotabits. Enfin, tout ça, vous allez voir, ça va venir très vite. Et donc vous voyez qu'en gros, tous les ans, on double le débit. C'est-à-dire tous les ans, vous, en particulier vous, hein, enfin j'en vois là-bas qui sont en train de regarder leur smartphone, ils consomment chaque année 2 fois plus. Parce que bon, la base de clients est à peu près la même, donc vous consommez 2 fois plus chaque année. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un appétit pour ça. C'est des données, c'est des mégabits qui se promènent dans les réseaux. Et ça se voit à travers cette courbe que j'adore. Alors c'est une courbe, ça raconte un peu votre histoire, ou l'histoire de vos prédécesseurs. C'est l'histoire de la génération Y et des usages. Alors je vais vous montrer comment ça marche. En fait, ça explique comment les gens communiquent toutes les semaines. Donc ça s'exprime en nombre d'heures, et on regarde l'évolution de la génération Y, autour des 20 ans, on va dire ça comme ça, par décennie. Alors évidemment, cette génération Y, elle change, puisque un jour vous serez à ma place, hein, vous savez ça, on vous a prévenu. Bon. De même qu'un jour j'étais à votre place. Voilà. Donc ça c'est la vie, et donc la génération Y se renouvelle. Alors la génération Y de mon temps, on va dire ça comme ça, dans les années 90, c'était assez simple, c'était la courbe rouge, c'est le téléphone à la maison. 7 heures par semaine, 1 heure par jour, en général à l'heure du dîner. Les parents étaient furieux, puisque le téléphone était occupé. Et donc moi je me souviens, quand j'ai commencé à faire un peu de marketing à cette époque-là, le sujet était très simple, c'était vendre une 2e ligne aux parents, qui était dédiée aux parents. Voilà. Donc les ados avaient une ligne, et les parents avaient une 2e. C'est un marketing assez banal, et ça marchait bien. Donc 7 heures par semaine, 1 heure par jour. Et puis on voit apparaître des nouveaux usages, mais assez tard, hein, finalement, c'est plutôt dans les années 2000, on voit apparaître en particulier la voix mobile, qui s'est généralisée à partir de, on va dire, la fin des années 90 auprès des jeunes, l'email qui apparaît en gris, vous voyez là, et puis le SMS. Le SMS a été une très belle trouvaille. C'est une innovation fantastique, le SMS, enfin le messaging. Et en fait, le SMS, je vous le dis juste pour ceux qui ne le savent pas, c'est une innovation par hasard. Le SMS, c'est un mécanisme qui a été introduit dans la norme GSM pour pouvoir dialoguer avec la carte SIM que vous avez dans votre téléphone. Donc c'est un service technique, hein, parce qu'on charge, par exemple, quand vous faites du roaming, vous allez à l'étranger, vous avez une liste de réseaux préférés. Et ces réseaux préférés sont téléchargés dans votre carte SIM. Vous ne le voyez pas, hein, c'est des SMS qu'on appelle catégorie 0 qui sont invisibles. Puis un jour, quelqu'un a dit, mais ça transmet du texte, donc au fond, on pourrait faire apparaître les SMS sur l'écran. Beaucoup de gens ont dit, c'est stupide. Et en fait, ça a vraiment marché quand tous les opérateurs ont décidé de rendre interopérable leur SMS. Donc c'est une innovation par hasard. Donc là, on va dire en 2005, ce qui marche très fort, c'est la voix mobile, mais on voit que la voix fixe disparaît, le rouge commence à décliner, le mail et le SMS. Et puis là vous débarquez, hein, c'est vous, les grands coupables. Donc à partir de 2005 jusqu'en 2010 et maintenant 2015, tout ça, ça s'effondre, le vieux monde disparaît, la voix téléphonique à la maison, je ne sais même pas si vous savez ce que c'est, et le mobile résiste assez bien, là on le voit bien, on a un petit bout de mobile qui résiste. Le mail, c'est plus votre truc, c'est un truc pour les vieux, hein, et bon, dans les entreprises, donc on continue à utiliser le mail, mais entre vous c'est fini.
On continue un peu de SMS, et par contre, alors là, vous faites du réseau social. Voilà. Ça, c'est Facebook, en gros. C'est pas que Facebook, mais c'est Facebook. Et donc, au lieu de 7 heures par semaine, vous passez 35 heures par semaine. Donc, vous faites bien vos 35 heures sur... Mais là, vous trichez un petit peu, parce que vous arrivez à faire 3 trucs en même temps. Hein. Donc, voilà, donc c'est 35 heures. Donc, vous arrivez à regarder une vidéo avec un casque sur les oreilles pour écouter de la musique, tout en envoyant un chat à vos amis. Donc, ça, c'est très fort. Je pense d'ailleurs que ça aura aussi des répercussions sur votre vie professionnelle. Donc, vous voyez qu'on a des réseaux qui sont capables de transporter n'importe quoi, vous engouffrez énormément de choses et vous passez beaucoup plus de temps à communiquer de façon très différente. Et ça offre des opportunités fantastiques. Voilà. À côté de ça, vous êtes maintenant à peu près tous équipés de smartphones. Je ne sais pas si ici, il y en a un qui n'a pas de smartphone, peut-être, mais bon, s'il y en a un ou deux, trois... Oui, il ne se cache pas, c'est bien. Bon, alors dans ce smartphone, dans le smartphone que vous avez, dont la puissance double tous les ans à peu près, dans celui-là, qui n'est pas vieux, qui date de l'année dernière, il y a plus de puissance de traitement que dans la fusée Apollo qui a emmené des astronautes sur la Lune. Vous avez ça en tête. Voilà. Vous imaginez, vous voyez, Apollo, c'est quand même une belle cathédrale. Voilà. Il y a plus de puissance là-dedans en termes de traitement d'information. C'est phénoménal. D'ailleurs, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Parce que, comme vous faites du Facebook, bon, pour faire Facebook, il n'y a pas besoin de beaucoup de capacité de traitement. C'est un usage, au fond, vous avez un usage assez simple. Mais en fait, on peut faire des choses extraordinaires avec ça. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vous fais une démo. Allez, on va faire une. Je vais vous prendre en photo parce que vous êtes très beau. Je vais vous prendre en photo. Avec une application qui est un peu spéciale. Alors, normalement, ça devrait marcher aussi. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Bon. J'avais pas fait d'essai avant. Donc, je vais vous prendre en photo. Je vous prends en photo. Mais vous bougez pas. Hein. Non, faut bouger. Voilà. Il ne faut pas trop bouger. En fait, je prends une photo, mais c'est l'appareil qui se débrouille. Il est assez intelligent. Voilà. Tac, tac. On va aller un peu dans les coins. Oubliez personne. On peut aller derrière aussi si on veut. Bon, on va aller vers le haut. C'est ça qui est le plus marrant. Tac. Tac. Voilà, là. Bon, on ne va pas y passer trop de temps non plus. Est-ce qu'il manque des bouts? Là-haut, tiens. Tac. Allez, c'est bon. Et là, je fais... Bon, j'ai pris des photos. En fait, c'est l'appareil qui a pris les photos tout seul. Je vais dire que c'est fini. Vous allez voir, il y a une mosaïque qui apparaît. C'est toutes les photos que j'ai prises. Oui, apparaître un petit... Voilà. Et là, en fait, mais en très peu de temps, hein, parce que c'est quasiment du temps réel, il se passe des choses invraisemblables. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, une vingtaine de photos, l'appareil va les comparer les unes les autres, va les coller, va trouver où sont les bords, va compenser les lumières, les contrastes, et va faire une photo unique. Évidemment, c'est une photo qui est un peu en 360. Alors, comme je n'ai pas fait tout le tour, je n'ai pas le 360, mais je peux quand même aller voir le plafond, me promener à droite, à gauche. Je peux les zoomer là, voir s'il y en a qui sont en train de dormir là-bas au fond. Bon. Voilà. On voit le sol. Voilà. Donc j'aurais pu faire le tour évidemment de cette très belle église. Et ça, vous n'imaginez pas la puissance de calcul qu'il y a derrière. Il y a 10 ans, pour faire ça, c'était une journée de travail pour un gros ordinateur. Voilà. Bon, maintenant, c'est dans un truc qui coûte... alors celui-là, il coûte peut-être encore un peu cher, mais on a lancé... parce que chez Orange, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on est très présent en Afrique. En fait, on est dans une trentaine de pays en Afrique et au Moyen-Orient. Et alors, c'est différent de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne ou de la Pologne. Et en Afrique, il y a des tas de choses qui n'existent pas. Et alors, ça donne des opportunités, parce que le fait que, par exemple, il n'y ait pas de banque, les gens ne sont pas bancarisés. Moi, je suis président d'Orange Madagascar, parmi mes activités, donc président d'une grosse boîte malgache, je vais dire ça comme ça. Et bien, chez Orange Madagascar, on s'est dit, il n'y a pas de banque, on va leur fournir un système de paiement qui s'appelle Orange Money, et qui est évidemment une révolution pour eux. Donc, ils ont, bien avant vous, ils ont la monnaie dans le cloud.
hein, puisque en fait, ils vont déposer leur argent quelque part. Il y a des milliers de petites boutiques, des boticas, où on dépose son argent, et puis du coup, c'est dans le cloud et on l'utilise avec son téléphone. Avec un téléphone à 2 francs 6 sous, hein, c'est pas un smartphone. Et puis là, on vient de lancer un petit smartphone qui coûte 40 $. 40 $, c'est la révolution. Il n'y a pas d'Internet là-bas. Donc l'accès à Internet, c'est le mobile. Voilà. Donc ce téléphone à 40 $, il sait faire ce que je viens de faire. On n'est pas obligé d'avoir un téléphone très cher. Donc voilà un exemple d'application. Je surveille l'heure, c'est ça Lina? C'est bien. Je vais en montrer une autre d'application marrante. C'est des trucs qui ne servent à rien. Enfin si, ça peut servir. Tiens, est-ce que tu as un programme? Voilà le programme. Ça c'est le programme. On va regarder ce qui se passe, l'enjeu du temps. Tiens, on va le photographier. Tiens, retourne-moi. Je mets comme ça. Voilà, je photographie l'enjeu du temps, très belles intervenantes, et qu'est-ce qui se passe en temps réel, en gardant évidemment la disposition? Ça vous le traduit en anglais. Fantastique. Ça peut vous le faire en polonais. Hein. By the way, dzień dobry, pour les Polonais. Je ne sais pas s'il y a des Polonais là. Voilà, ok. Salamas, il y a les Malgaches, Hola, Allo, Ahoj pour les Slovaques. Oui, en fait, vous vous rendez compte du travail que ça représente, parce qu'il faut faire un travail de ce qu'on appelle l'OCR, il faut reconnaître les caractères, il faut faire la traduction, il faut refaire la mise en page derrière. Parce qu'il faut garder, on garde la disposition de la page, on garde les photos, le style. Bon, c'est incroyable. Il y a une question. Ok, alors, alors, je vais passer à autre chose. Ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que j'aime bien regarder les étoiles. Donc, si je veux savoir où est le soleil, enfin, à Marseille, c'est pas trop difficile, mais voilà, ça, c'est un truc qui vous permet de... Vous allez voir, il y a un truc extraordinaire aujourd'hui. Le soleil doit être quelque part par là. Voilà, tac, tac. Vous avez le soleil qui est là. Voilà. Le soleil est juste là. Voilà, je suis en train de... Il est juste derrière l'icône du Christ. Et il y a une superbe alignement de planètes avec Mars, Mercure et Vénus. C'est très rare, ça. Mais je peux trouver toutes les étoiles dans le ciel très facilement, en touchant. En fait, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire que je vous vois en photo, mais je superpose, voilà, il y a Saturne qui est là. Saturne est juste au pied, là. Voilà. D'accord? Ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et puis, alors, dans le genre réalité augmentée aussi, qui est pas mal, je vais essayer de vous montrer un truc que j'aime bien, qui est où? Bon, il y a ça c'est aussi ça, c'est le texte du jour. Vous le connaissez? Je dois avoir ça. Voilà, ça c'est super. Alors c'est petit, il faut que ça se mette à jour. Ça c'est la carte de quoi? Voilà, on est au-dessus de Marseille et vous voyez tous les avions qui sont en vol en ce moment à Marseille. C'est petit, hein, mais enfin vous devinez Marseille. Voilà, bon. Voilà. Donc si j'agrandis, j'ai les avions, j'ai ceux qui décollent. Il y en a un qui vient de décoller là. Il y en a un qui est en train de traverser l'étang de Berre ici. Il a décollé de Marignane, il est sur l'étang de Berre. Voilà. D'ailleurs, je peux monter dans le cockpit si je veux. Voilà, là je suis dans le cockpit de l'avion qui vient de décoller. Et c'est du temps réel, hein. Vous allez voir que ça bouge. Voilà, je suis en train de... On va vers... Alors je vais vous dire cet avion où il va. C'est un avion qui va où? Il fait Marseille-Paris. Bah, c'est bêtement le Marseille-Paris. C'est pas très... Il va à Paris. Donc là, il est à 2000 pieds. Oui, il monte. À 150 kN. Alors, j'ai une question à ma gauche. Non, on ne peut pas le piloter. Non, c'est justement le problème. Il faut que je vous en dise un mot, parce que je vais un tout petit peu vous décevoir. Là, on parle de technologie extraordinaire, et effectivement, on a envie de dire, bon, vous savez qu'il y a eu une catastrophe il n'y a pas longtemps. En fait, il y a beaucoup de domaines où le problème, c'est le facteur humain. Voilà. Et on est dans une période de transition où il y a énormément de choses à inventer, mais on
on hésite à franchir cette ligne qui est, finalement, la machine, dans bien des cas, fait mieux que l'homme. Alors, la machine, elle est fabriquée par l'homme et il y a énormément de boulot à faire autour de ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on détruit des emplois. Mais en tout cas, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Et j'en parlais hier, puisqu'il y avait un atelier avec le directeur financier là, de Volkswagen. C'est une des prochaines révolutions, c'est la voiture. La voiture, vous êtes sur l'autoroute. Laurent Fabre, qui fait beaucoup de voitures, le sait. On est sur l'autoroute, on ne fait pas grand-chose. Et probablement un ordinateur, tout simple d'ailleurs, un smartphone ferait mieux le boulot puisqu'il s'agit de rester dans sa ligne. Voilà. Et donc ça, c'est une grosse question, qui est une question un peu métaphysique. C'est jusqu'à quand on peut remplacer, à quel moment on va remplacer l'homme dans des choses qui nous paraissent très quotidiennes et très manuelles. Voilà. Moi, je suis persuadé que vous serez la génération où... je ne dis pas qu'on se passera de volant, mais en tout cas, on laissera la machine conduire très très largement. Et elle le fera beaucoup mieux que nous. Voilà, ça c'était pour la partie innovation. Vous avez une chance incroyable, c'est marqué innover, c'est marqué oser, il faut choisir, il faut coopérer, et tout ça, le faire évidemment dans un esprit qui est un esprit bien à vous. Maintenant, je vais parler du management. Moi, quand je suis arrivé à Marseille, je ne connaissais rien. J'avais fait vaguement des études, mais bon, c'est des études assez générales. Et je me suis retrouvé à diriger des équipes. Et le management, c'est un truc assez spécial parce qu'on l'apprend en fait nulle part. Ça ne s'apprend pas bien le management. C'est comme d'apprendre à nager dans les livres. Ça ne marche pas. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est le truc dans votre boulot que vous ne pouvez pas déléguer. Quand vous êtes manager, vous pouvez à peu près tout déléguer, sauf ça. Ça, vous ne pouvez pas le déléguer. Voilà. Donc c'est la matière qui ne s'apprend pas. Et c'est la seule à laquelle vous êtes obligé de vous coltiner dans votre vie professionnelle quand vous voulez diriger des équipes. Donc moi, j'ai appris, alors pas tellement à Marseille, j'ai appris après, je suis remonté à Paris, j'ai fait un peu de cabinet ministériel, puis comme ça s'était bien passé sur le plan politique, on m'a bombardé, directeur, juste à côté de Tigerie, à Melun, d'une zone, la Seine-et-Marne, c'est un grand département de l'Île-de-France, et je me suis retrouvé avec la responsabilité de 2000 personnes. Et là, j'ai appris à nager, mais dans l'eau froide. Parce que je suis arrivé dans un contexte social qui n'était pas terrible. Politiquement, ce n'était pas astucieux, parce que je venais d'un gouvernement qui était plutôt à droite, et puis la gauche était revenue au pouvoir. Bon, et comme on était une administration, le politique était quand même assez présent. Et je suis arrivé juste avant l'été, et les syndicats m'ont dit « Bonnes vacances, M. Cotet, mais on se revoit à la rentrée ». Première semaine de septembre, ils sont arrivés avec les camions nacelles, ils ont tout bloqué, j'ai été séquestré, enfin c'était un grand moment. Et là, il faut que je vous dise que je pense que ça aurait été compliqué pour moi si je n'avais pas eu la communauté. En fait, on était engagé dans la communauté et on avait en particulier une fraternité sur Tigerie. Et c'était pratiquement en arrivant à Melun, c'était tellement déroutant comme nouvelle responsabilité que je m'appuyais beaucoup sur la prière. Alors en particulier, et ça je l'ai entendu hier aussi, c'est bien, mon bureau était au 5e étage. Il y avait un accueil, et donc je prenais pas mal de temps à dire bonjour à l'hôtesse d'accueil. C'était une façon pour moi de dire bonjour à tout le monde. Et je priais dans l'ascenseur. Alors ça dure pas longtemps, 5 étages, bon. Mais ça changeait pas mal la couleur de la journée. Et quand j'ai été séquestré, en fait, c'est un peu la prière qui m'a sauvé, entendons-nous, et j'ai jamais été en risque, mais qui m'a permis de trouver la bonne façon d'être vis-à-vis des gens. Et c'est vrai que l'Esprit Saint a une puissance incroyable. Je revois encore des réunions où on était dans un dialogue impossible, où d'ailleurs j'ai demandé qu'on fasse le silence. Bon, je me souviens très bien d'une réunion, c'était très très dur, c'était un vendredi. J'ai dit tout le monde se tait, et pendant 1 heure, on n'a pas dit un mot. Ça a duré 1 heure. Et alors pour moi c'était assez facile. En face, les syndicats c'était plus dur, parce qu'ils sont plutôt dans la parole et le discours. Mais ça a totalement pacifié le système. Et je me suis retrouvé d'ailleurs finalement à discuter, non pas avec les délégués syndicaux qui étaient un peu dans un jeu de rôle, mais à découvrir ce qui est le vrai dialogue social, c'est-à-dire de discuter avec les gens, de parler de leur vie quotidienne. Et j'ai eu de la chance, parce que faut dire c'est la providence, mais dans les gens qui m'enfermaient dans cette pièce dont je ne pouvais pas sortir, il y avait une petite équipe qui était allée travailler, qui avait fait des infrastructures neuves à Lieu-Saint, qui est juste à côté de Tigerie. Et j'étais allé visiter le chantier. Et donc on a parlé de ça. On a parlé de voilà, comment vous avez fait, vous avez mis des points de concentration réduits, ça a été bien fait. Enfin, on a parlé de leur vie. Et ça a été une leçon définitive pour moi. En fait, la seule chose qui compte quand vous êtes manager, c'est vraiment de vous intéresser aux gens.
Alors de ça a découlé énormément de choses, des choses qui ne sont pas tout à fait d'ailleurs orthodoxes, si je veux dire, par rapport à peut-être ce que vous entendrez demain ou le discours un peu habituel. J'ai appris qu'en fait, une bonne façon de respecter les gens, c'était d'afficher un bon niveau d'exigence. C'est tout à fait l'image de la voile du bateau. C'est-à-dire, si vous ne tirez pas sur l'écoute, s'il n'y a pas de tension dans le système, ça n'avance pas et ça dérive. Et même, vous vous mettez tout à fait à risque. Chaque fois que j'ai eu un problème de management, c'est avec des équipes dont on ne s'est pas occupé. Alors, quelquefois, s'occuper d'une équipe, ça veut dire on va fermer l'activité et vous allez faire autre chose, et peut-être même vous allez déménager. Mais les gens ne sont pas idiots. Ils savent bien que l'activité est en train de disparaître. Donc, si vous ne vous occupez pas d'eux, c'est pire que tout, c'est la double peine. Un, leur boulot disparaît, et deux, je veux dire, vous les méprisez. Il faut aller voir les gens et leur dire la vérité. J'ai une histoire à vous raconter, parce qu'après avoir fait différentes choses, je me suis retrouvé patron de Paris. Paris, c'était épouvantable, il y avait 2 directions régionales qui s'étaient construites l'une contre l'autre. C'était vraiment les villages gaulois. Donc il y avait Paris Nord, Paris Sud. Donc ce qu'avait fait Paris Nord, Paris Sud avait fait le contraire. Enfin, même sur les badges, il y avait 2 technologies de badge d'accès, par exemple. C'était des histoires un peu à la Pagnole. Et donc il a fallu réunifier ça, ce qui n'a pas été très simple. Et ma première visite, je me suis installé donc, sur la direction Paris Sud. Je suis allé visiter un peu le bâtiment pour faire connaissance avec les gens. Et il y avait une espèce de demi-sous-sol, un peu glauque, enfin pas très sympathique. Et je rentre dans un bureau et je tombe sur une dame. Et je me présente et je lui dis donc je suis nouveau directeur et je voulais savoir ce qu'elle faisait. Et cette dame, en fait, elle m'explique qu'elle récupère les tickets de carte d'essence, puisque les gens faisaient le plein des voitures de France Télécom avec une carte, et elle les classait par ordre alphabétique, machin, je sais pas, enfin bon, elle mettait dans une espèce de boîte à chaussures, ça partait à Montparnasse. Je ne voyais pas à quoi ça servait. Parce qu'évidemment, tout est automatisé, j'appuie sur un bouton, j'ai tout ce que je veux. Donc, bon. Et d'ailleurs, je lui dis, mais est-ce que vous savez à quoi ça sert? D'ailleurs, qui récupère à Montparnasse? Je ne sais pas. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Bon, moi, je pensais que ça ne servait à rien. Donc, je dis, Madame B, on va l'appeler comme ça, on va vous faire une expérience tous les deux. Vous allez arrêter d'envoyer vos boîtes à chaussures, puis on va voir ce qui se passe. Et puis, 15 jours après, elle passe dans mon couloir, parce qu'elle avait un mandat de la CGT, elle changeait les tracts de la CGT dans une vitrine. Alors je dis, Madame B, alors on en est où de notre expérience? Bon, elle était un peu grincheuse quand même, mais elle me dit, oh non, moi j'ai pas eu d'instruction écrite, donc je continue à envoyer mes boîtes à chaussures. Bon, alors là j'ai un peu froncé les sourcils. Je lui dis, mais pour mettre le tract là dans la vitrine, vous avez des instructions écrites? Ça commençait on commençait une bonne discussion. Alors, je lui ai demandé de venir me voir la semaine suivante. Bon, elle vient me voir. J'avais un petit peu préparé mon coup, c'est-à-dire je m'étais renseigné sur Madame B. Et Madame B, c'était la dernière génération de fonctionnaires qu'on avait embauchés. Elle avait une licence, et elle faisait un travail en sous-sol totalement inutile. Bon. Donc je prends Madame B entre 4 yeux, très gentiment, je lui offre un verre d'eau, enfin bon, c'était assez détendu. Je dis, Madame B, il faut que vous m'expliquiez. Vous avez 30 ans, vous allez vous marier. Je suis un peu cash, hein, excusez-moi. Bon. J'ai essayé de faire ça soft quand même. Bon. Vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Quand vous rentrerez chez vous le soir, qu'est-ce que vous leur raconterez à propos de votre boulot? Bon. Et puis comment vous allez leur expliquer que c'est bien de faire des études et que le travail c'est important, si vous faites un travail qui ne sert à rien? Alors évidemment, bon, j'ai un peu allongé les phrases, hein, je n'ai pas fait ça comme ça, là je vous le fais en raccourci. Alors je suis allé un peu à la limite, parce qu'il ne faut pas non plus... voilà, on a le droit de donner un petit coup d'épaule, mais il faut rester dans les règles du jeu. Et puis, finalement, elle a compris ce que je voulais lui dire, c'est qu'il fallait bouger, il fallait changer, il fallait oser autre chose. Et il se trouvait qu'on montait à un centre d'appel pour les mobiles dans le bâtiment. Et je lui dis, Madame B, j'ai quelque chose pour vous. J'ai un bon boulot, c'est complètement différent, mais c'est un boulot très utile. Vous allez vous occuper des clients. Et ce qui est effrayant, hein, dans certaines boîtes, s'occuper des clients, c'est le pire. Bon. En fait, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais, ok. Et elle est revenue 15 jours après, elle m'a dit, j'ai compris, je suis d'accord. Elle est devenue un super conseiller client.
Et ça, c'est pour moi une vraie expérience. J'ai un peu osé, hein, parce qu'il faut, de temps en temps, il faut se lâcher, mais si on manifeste, si on ne dit pas les choses aux gens, on ne fait pas son boulot. Si on ne manifeste pas l'exigence, on ne fait pas son boulot. Et en plus, dans cette histoire-là, ce qui est très très fort, c'est que dans une boîte comme Orange, on s'occupe, on offre du service, le vrai moteur, ce qui motive les gens, c'est pas de générer du cash, c'est pas ce qui va se passer à l'Assemblée Générale avec la décision sur la distribution de dividendes. Ce qui motive les gens, c'est de bien faire leur boulot, et de bien faire le boulot quand on s'occupe des clients. Et le plus beau métier, c'est de s'occuper des clients. Voilà. Donc la clé pour moi du management, c'est s'occuper des gens pour qu'ils s'occupent bien des clients. Quand je disais bonjour à ma petite dame de l'accueil, que j'aimais bien, avec laquelle on était devenus amis, c'est une façon pour moi de dire bonjour à tout le monde, mais c'est aussi une façon de faire en sorte qu'elle aussi, elle ait envie d'accueillir les gens. Si je ne lui dis pas bonjour, pourquoi est-ce qu'elle serait aimable avec les visiteurs? Et ça, c'est une notion qui est très importante dans le management, c'est la notion de symétrie dans le management. Comme vous traitez vos salariés, ils traiteront vos clients. Voilà. Donc il faut se mettre à la place du client et imaginer la façon dont on va être traité pour traiter ses salariés. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup aidé à Paris, c'est que Paris, c'est pas très grand, et je me suis offert un scooter. Et donc, d'ailleurs, je suis connu chez Orange pour l'homme au scooter. Voilà, je passais mon temps en scooter à aller voir les gens. Pas pour les surveiller, mais pour comprendre. Et c'est vrai qu'on apprend énormément sur ce qui se passe dans la boîte en discutant avec les gens. Alors, en poussant un petit peu plus loin, et puis Alina me surveille. Hein. On a épuisé le temps, non? On est où? Encore 10 minutes? 2 minutes. Mince. Bon. J'ai inventé un truc, parce que dans le management, on peut innover, c'est l'idée que quand on est manager, on regarde des tableaux de bord. On a des flopées de tableaux de bord qui permettent de mesurer la performance. C'est pas idiot de mesurer la performance, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, quand je parle d'exigence, en fait, je disais aux gens, ce qui est super dans la vie, c'est d'être le meilleur. Enfin, en tout cas, d'essayer. Bon, on l'est pas, mais de dire, on peut être les meilleurs. Et ça, c'est vrai avec n'importe quelle équipe. Hein. Je veux dire, même une équipe, quelquefois on baptise de bras cassés, ça ne veut rien dire, une équipe de bras cassés. On peut faire une superbe équipe avec des gens qui ont peu de qualifications si on leur donne envie d'être les meilleurs. Bon, et alors évidemment, en tant que manager, on surveille ces tableaux de bord, et le tableau de bord, ça vous parle d'un truc qui est sans intérêt, c'est la moyenne de la performance de vos équipes. À Paris, il y avait 7000 personnes. Bon, voilà, 7000 personnes... Ah, c'est mon fils. Bon. Oui, j'ai 4 fils. Coucou papa. Oui, bon, je sais plus où j'étais. Ouais, donc ça vous parle de la moyenne. Excusez-moi pour cet incident. Ça vous parle de la moyenne et c'est pas intéressant la moyenne. En fait, ce qui est très intéressant et un peu sulfureux, un peu délicat, c'est de regarder les écarts de performance entre les gens, parce que ça parle des gens. Vous avez des gens qui surperforment, c'est génial, parce qu'ils ont une recette. Et puis, vous apercevez, quand ils sont très performants, ils sont un peu performants partout. Ils sont heureux dans leur boulot. Et ils veulent, c'est pas parce que vous leur expliquez qu'ils font 2 fois plus que la moyenne qu'ils vont baisser le rythme. Non, eux, ils sont dans cette logique-là. Puis il y en a qui sont franchement à la traîne. Il faut regarder ces gens-là. Pourquoi ils sont à la traîne? Et puis alors, quand vous regardez cette espèce de nuage de points, d'abord, chaque point, c'est une personne. Vous dites, mais qu'est-ce que je peux demander aux gens? Parce que ce que certains ont réussi à faire, on peut dire que presque tout le monde arrive à le faire. Et quand on discute des objectifs, c'est un truc infernal, hein, quand vous êtes manager, ouais, comment on va faire? Bon, c'est des discussions d'ailleurs sans intérêt, parce que au fond, c'est du management dit participatif, mais vous savez ce que c'est le management participatif? C'est vous participez et je manage. Donc c'est pas, à la fin, c'est quand même le chef qui décide des objectifs. Bon. Donc c'est une fausse discussion. Par contre, si vous vous intéressez à la dispersion de la performance de vos équipes, en fait, vous avez une approche qui est beaucoup plus intelligente. Vous partez de ce que savent faire les gens, de ce que ont réussi certains, de ce que d'autres peuvent faire. Voilà. Et moi, je me suis régalé à mettre en place des méthodes de management qui étaient assez cash avec les gens. Et je me souviens d'une dame, enfin c'est une dame parce que c'était un centre d'appel, il y avait souvent des femmes. On avait affiché la performance des équipes. Elle vient me voir, elle me dit, je savais pas que j'étais pas bonne comme ça. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Et c'est vrai, c'est pas respectueux des gens de leur dire qu'ils ont une contribution qui est faible, alors qu'ils ont la même rétribution que les autres. Ils sont conscients de ça, qu'ils ont la même rétribution que les autres, et que leur contribution, elle n'a pas de raison d'être différente. Et elle s'est mise au boulot, et elle a fait un boulot extraordinaire. Alors, il y a des gens pour lesquels c'est pas possible, il faut en tenir compte, ou il faut les accompagner différemment. Mais dans le management, il y a beaucoup de choses à inventer quand on s'intéresse aux gens.
Et moi, je suis un peu effaré par, quand j'écoute certains consultants, et je vais terminer là-dessus, qui vous parlent avec des méthodes qui sont des méthodes intelligentes, mais pas intelligibles. Vous voyez, il y a beaucoup d'intelligence, mais il n'y a pas beaucoup de pratique. Et alors le pire, et je terminerai là-dessus, c'est un truc qui est très important pour moi. Quand vous définissez la stratégie, alors la stratégie c'est un grand mot, mais en gros vous vous dites où est-ce que je veux être dans 2-3 ans. Et alors vous pouvez faire travailler notamment des consultants. Il y a sûrement des consultants parmi vous, c'est un beau métier d'aller conseiller les gens. Mais la stratégie, ça ne se conçoit pas sans les gens. Alors pourquoi? Parce que quand vous définissez une stratégie, la meilleure du monde, mais que votre culture d'entreprise n'est pas alignée, ça ne marche pas. Et c'est quoi la culture d'entreprise? C'est ce qui circule entre les gens. C'est ce qui se passe à la cantine. La cantine, c'est très important. La culture de l'entreprise, on la découvre à la cantine. Et quand la culture et la stratégie ne sont pas d'accord, qui est-ce qui gagne? La culture. Donc le vrai sujet pour un manager, c'est de faire évoluer la culture. Et bien souvent, c'est de faire passer l'idée qu'il y a du changement dans l'air. Je vous ai dit que vous allez changer de métier 1, 2, 3, 10 fois peut-être, et c'est vrai dans toutes les entreprises. Et moi, je suis assez fier d'avoir appartenu à une entreprise qui a réussi à faire cette mutation invraisemblable depuis la ligne de cuivre jusqu'à aujourd'hui, où on parle plutôt de big data. Alors je vais dire, sans trop de cas, c'est pas tout à fait vrai. On a une crise des suicides qui a été terrible pour l'entreprise et qui n'est d'ailleurs pas vraiment terminée, mais sans plan social. On n'a pas dit on met 20 000 personnes dehors. Voilà. On a essayé d'imaginer la façon dont on pouvait faire changer les gens sans brutalité. On n'y est pas arrivé, on n'est sûrement pas parfait. La crise des suicides nous a appris beaucoup de modestie là-dessus, mais on a essayé d'être plutôt exemplaire sur ce domaine-là. Et d'ailleurs, les sondages qu'on fait dans l'entreprise montrent qu'on a raison de faire comme ça. Voilà. Donc la culture, c'est le point important, c'est ce qu'il faut changer, et ce n'est pas la stratégie qui fait la différence. Et dans les boîtes de service, celles qui réussissent sont celles qui ont une vraie culture de service. Bon, et alors, le dernier point sur lequel je voudrais terminer, c'est que, en fait, comme j'ai occupé plusieurs positions, j'ai connu des situations difficiles, pénibles, quelquefois c'était pas marrant. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est mon ange gardien. D'abord, en scooter, c'est mieux d'avoir un ange gardien. Surtout à Paris. Bon. Et mon ange gardien était assez efficace. Voilà, jusqu'à maintenant, il s'est bien débrouillé. Et l'ange gardien, il ne sert pas simplement quand vous conduisez votre voiture ou votre scooter, il sert aussi pour préparer les réunions. Quand vous allez avoir une réunion difficile avec quelqu'un et que normalement vous êtes dans une logique de confrontation, il y a un truc qui est super, c'est de demander aux 2 anges gardiens de préparer la réunion. Et moi, je l'ai expérimenté, c'est extrêmement puissant. En fait, c'est laisser la place, c'est accepter de se retirer un peu. Je lisais dans le train, là, en venant, je relisais un livre de Zunder, qui est on va dire un théologien assez controversé, en tout cas à son époque, et qui parle du quotidien. Et en fait, Dieu est là quand on accepte de faire un petit pas en arrière, quand on accepte de faire silence, quand on accepte de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de laisser un peu de place. Et dans ma carrière professionnelle, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, je vous le dis franchement, j'ai jamais vraiment choisi ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours été attentif à ce qu'on me proposait, et je pense que la Providence fait un boulot extraordinaire. Mais la Providence, elle n'est efficace, permettez-moi cette expression, que si on accepte de lui laisser un peu de place. Pas beaucoup de place, un peu de place à la Providence, ça peut faire du bien. Voilà. Et la Providence est vraiment bienveillante. Vous avez déjà commencé à nous donner des pistes de réponse et comment on vit tous ces changements en tant que chrétien. Donc, vous avez donné quelques pistes sur l'engagement dans la communauté, la prière, votre relation à l'ange gardien, la Providence. Et c'est abondant, en fait. Comment est-ce qu'on travaille cela et quelles sont les pistes que vous pouvez nous donner? Non, bon, je pense que quand on est chrétien, on a un peu génétiquement appris ce qu'est le changement, parce que quand on lit la Bible, c'est toujours plein d'imprévus. Ça commence même avec Abraham, quitte tout et puis va vers toi-même, va vers l'endroit où je te dirai d'aller. Et toute la Bible est faite de ces changements, de ces irruptions, de ces interruptions. Et Jésus lui-même est quelqu'un qui a, au moment où c'était, sur son chemin de croix, ce moment terrible,
de douleur, d'injustice. En fait, il vient juste dire, en s'adressant à quelques-uns, je vais faire toute chose nouvelle. Il nous invite vraiment à réinventer le monde. Ce n'est pas à propos de la technologie, mais c'est à propos de la façon d'être entre nous, de la façon d'aborder le problème. Nous, on est la génération qui a largement cramé la planète. Hein. Bon, vous êtes un peu parti pour terminer le boulot, mais vous avez quand même intérêt à trouver des bonnes solutions. Et parmi d'ailleurs les sujets d'innovation extraordinaires qui vont apparaître, j'ai parlé de l'automobile, il y a celui du service aux personnes, des services aux personnes, notamment les personnes âgées, et il y a celui de l'énergie. L'énergie, ça va être un domaine extraordinaire dans les 10 ans qui viennent. Voilà. Donc en tant que chrétien, le changement, c'est normal. Les choses déboulent et il faut se laisser dérouter. C'est ce que je disais. Il y a une vidéo, Laurent, il doit s'en souvenir, qui est... Où est-ce qu'il est, Laurent? Il est par là ou il est parti? Ça s'appelle, pour les anciens... Ah, il est là-bas. Est-ce que tu te souviens de la vidéo qui s'appelait « La seconde naissance de Julien » ? Tu te souviens de cette vidéo? Extraordinaire. Ben, quand il a fallu transformer l'entreprise, ça avait un peu choqué quelques-uns, mais il y en avait beaucoup qui avaient aimé, je leur ai passé la cassette de Julien. Je dis, voilà, vous vivez dans un monde qui est un monde de monopole, sympathique, on est entre nous, tout va bien. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est de sortir de votre bulle et d'affronter une vie extérieure qui va être beaucoup plus dure. Et je leur ai passé la cassette de Julien. Julien, c'est un bébé, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous la trouvez sur Internet, c'est un bébé bulle, donc qui a vécu dans une bulle parce qu'il avait un système immunitaire totalement déficient, il n'avait pas de globules blancs, donc il vit dans une bulle totalement aseptisée. Et ses parents, sa maman, on la voit d'ailleurs, elle a un contact avec lui, mais à travers du plastique. Et puis on lui fait une greffe et il finit par retrouver son système immunitaire. Donc il n'a plus de raison d'être dans la bulle. Et bien Julien, il ne veut pas sortir de sa bulle. Sa vie a été faite dans sa bulle et il ne veut pas en sortir. Voilà. Et c'est une vraie naissance, hein, c'est douloureux. Enfin, on en a les larmes aux yeux parce qu'on voit ce bébé c'est comme un accouchement, on le sort de sa bulle et il ne veut pas, il veut rester dans le ventre de sa mère. Bon, ben, c'est un peu ces sujets qu'il faut traiter. Et le changement, ça a toujours été douloureux. C'est toujours un moment douloureux, le changement. Et il faut être, là aussi, il y a ces caches avec les gens, ça va être difficile, mais on va y arriver. Voilà où on veut aller et je vais t'aider. Voilà où on va aller et je vais t'aider. C'est ça qu'il faut gérer.